2023 a été une année remplie de beaucoup de bonnes séries et d'un peu moins de très bonnes séries. Heureusement, il y en a eu et c'est parti du coup pour un top des 10 meilleures séries de l'année 2023. Bienvenue sur cette première vidéo de Storytelling. Évidemment, il s'agit de mon top personnel et de mon avis tout à fait subjectif. Ce sont les 10 séries qui m'ont le plus plu personnellement, celles qui m'ont fait vivre le plus d'émotions et que j'ai préférées. Il n'y aura pas de spoiler évidemment dans cette vidéo. C'est parti. Ah, je commence déjà parce que je vais tricher un peu. J'ai beaucoup hésité parce que mes deux meilleures séries que j'ai vues cette année ne sont pas des séries de 2023, c'est des séries de 2021 et 2022. Et je trouvais ça vraiment trop triste de pas en parler parce que c'est des séries dont on n'a pas trop parlé. Voilà, du coup, on va faire un top 12. Mais ça va être un top 10 officiellement et officieusement un top 12. Voilà. Numéro 10. Je vais commencer ce top avec Fondation, que j'ai découvert cette année. Et c'était très compliqué pour moi de la placer parce que j'ai adoré la saison 1 et j'ai vraiment moins aimé la saison 2 et c'est la saison 2 qui est sortie cette année. Pour autant, je trouvais ça trop dommage qu'elle soit pas dans le top, donc elle est quand même dans le top. Voilà, je l'ai mis en 10e position. J'ai trouvé ça super ambitieux. En fait, j'ai adoré que on nous raconte cette histoire de SF, d'un monde futuriste dans l'espace qui se passe sur plusieurs générations, sur plusieurs décennies, sur plusieurs siècles, avec une approche mathématique de certaines choses vis-à-vis de l'histoire. J'ai pas lu les bouquins, donc je sais que la première saison avait un peu déplu à cause de l'adaptation. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient très cool, que j'avais pas vu avant. Toute l'idée de la dynastie qui se clonifie de siècle en siècle. C'était hyper bien, ça amène des discours, des propos, des débats intéressants. Pareil, les personnages, je les ai trouvés attachants, pas tous, mais les principaux du moins. Et la claque visuelle, en fait, genre les moyens de cette série sont incroyables. Tout est trop beau, je trouve que ça fonctionne de ouf en termes visuels. Et la saison 2 a vraiment... step up, je trouve, là-dessus, où on a des épisodes avec des scènes finales incroyables. Les effets spéciaux sont insane, j'ai trouvé sur cette série, c'est grosse claque. Il y a certaines histoires de personnages qui m'ont vachement marqué. Je pense à Demerzel particulièrement, que j'ai adoré dans les 2 saisons. Les empereurs, même s'ils ont un côté un peu détestable, il y a aussi un côté où il y a un côté attachant dans la manière dont ils sont prisonniers de ceux qu'ils sont, en fait. Et je sais pas, je sais pas comment trop décrire cette série parce que j'ai pas envie de spoiler, mais je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler pour l'ambition que c'est, autant en termes de narration, d'histoire, que en termes d'effets spéciaux qui sont incroyables, comme je le disais. J'ai moins aimé la saison 2 parce que j'ai trouvé qu'elle avait du mal à trouver... son rythme, les nouveaux personnages, je les ai trouvés moins intéressants. J'avais l'impression qu'ils avaient rien à faire, dans un monde de SF. Ils faisaient trop des gens d'aujourd'hui. Mais pour autant, j'ai trouvé que la fin de saison était vraiment très cool, même s'il y a des trucs que j'ai moins aimés. Mais on passe. Il y a eu des trucs où c'était vraiment incroyable. Il y a eu des scènes qui sont dans mes scènes préférées de l'année dans cette saison 2. Donc tout n'était clairement pas à jeter. J'ai quand même aimé et j'ai bon espoir pour la saison 3. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de très cool. En fait, j'ai confiance en cette série. Je trouve qu'elle propose plein de choses et qu'il faut la voir. Numéro 9. Une famille presque normale, série suédoise sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été violée quand elle avait 15 ans et comment sa famille a réagi face à ce crime. Et on reprend l'histoire 4 ans plus tard, quand elle a 19 ans, où elle se retrouve accusée de meurtre.
et où on sait pas si c'est vrai, on sait pas ce qui s'est passé, on connaît pas les circonstances, et en fait on remonte petit à petit le fil de ce qui s'est passé, et on est surtout du point de vue en fait des parents, la mère avocate, du père, comment ils se retrouvent mis dans cette histoire, les conséquences de leur non-action de quand elle avait 15 ans, et aussi elle, on a un peu son point de vue, et comment cette famille qui a été détruite après cet événement se retrouve en fait à essayer de se dépatouiller de ce nouvel événement. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très juste. C'est un peu une critique du système judiciaire autour de ces crimes-là, qui est malheureusement déplorable et qui... Ouais, il y a un côté où en fait la famille essaye de se dépatouiller avec les codes de ce système-là, du système judiciaire mais aussi du système policier, et comment il y a en fait un truc de est-ce que faut se rendre justice soi-même, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce genre de cas quand la justice est pas du côté des victimes, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était hyper cool, il y avait une réflexion là-dessus, aussi une réflexion sur l'impact que ça a sur la famille, l'impact que ça a sur une personne à qui ça arrive, donc comment on réceptionne le trauma, mais surtout comment il est... Ouais, en fait, les conséquences d'un trauma qui est pas traité, qui est pas suivi, qui a pas été reconnu, en fait, ni du côté de la justice, ni du côté vraiment de la famille, parce qu'on sent qu'il y a eu un peu une façon de taire un peu ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé très cool cette approche de... En tant que spectateur, on sait pas ce qui se passe. On est un peu du même point de vue que les parents qui, eux, découvrent ce qui se passe, ça leur tombe dessus, et en fait, tout ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années les rattrape, leur couple qui se casse la gueule. J'ai trouvé que c'était une manière d'aborder le sujet sur un côté familial, comment ça affecte tout le monde, ce système qui ne fonctionne pas et qui crée en fait des problèmes plutôt que de les réparer. J'ai trouvé que c'était bien. C'est pas une série exceptionnelle, mais j'ai trouvé que ça traitait plutôt bien du thème. Voilà. Numéro 8. Anatomie d'un divorce. J'ai beaucoup aimé cette série. J'ai trouvé qu'elle était très innovante dans sa manière de narrer l'histoire. On suit l'histoire d'un gars qui se retrouve du jour au lendemain quitté par sa femme. Il sait pas où elle est partie, il a plus de nouvelles d'elle, elle répond plus, elle a laissé les enfants chez lui et il se retrouve tout seul avec ses gosses sans avoir de nouvelles d'elle. Et il se retrouve du coup en fait à reprendre contact avec ses amis de l'université, Libby, et un autre monsieur dont j'ignore le prénom. Sept. Et ils se retrouvent tous les trois. C'est Libby qui raconte l'histoire, mais elle raconte l'histoire du point de vue de Toby. Et elle le raconte vraiment de son point de vue, c'est-à-dire des fois elle se fait des réflexions comme si c'était lui qui se faisait des réflexions. Du coup, il y a un côté très cool qui est très surprenant d'être en mode c'est marrant, c'est bien fait, ça fonctionne, ça rend le truc très dynamique, je trouve. Même tout le truc, il propose des trucs, la mise en scène, il y a des belles propositions. On est dans une ambiance aussi très... c'est New York en plein été, c'est des amis de l'université qui se retrouvent, qui se remémorent leurs souvenirs et qui essayent en fait un peu de récupérer leur jeunesse d'une certaine manière. Ils sont tous à peu près dans la quarantaine et ça traite un peu de ça, de ce bilan de vie de « Ok, voilà les choix qu'on a faits, voilà les choses qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, les choix qu'on a fait parce qu'on s'est senti obligé de les faire, ceux qu'on a fait vraiment consciemment, ceux qui nous ont rendus insatisfaits. » Et t'as un peu tout un discours à propos de ça, en fait, de l'insatisfaction qui arrive à un moment donné de la vie. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette insatisfaction-là, des choix qu'on a faits, qu'on peut plus revenir en arrière. Je sais pas, je trouve qu'il y a un chouette discours par rapport à ça, qui est très réaliste en fait. On nous ment pas, il y a vraiment le côté de la vie c'est pas toujours ce qu'on croyait que ce serait. Pour autant, est-ce qu'on peut pas décider de s'en satisfaire ? Voilà, je vous laisse regarder la série. Il y a un épisode qui m'a vraiment bouleversée, que j'ai trouvé incroyable. Et ouais, j'ai trouvé que c'était super novateur dans sa façon de raconter, qu'on voit pas beaucoup. Et j'ai bien aimé les thèmes que ça a abordés. J'ai trouvé que c'était très chouette. Numéro 7. Acharné. C'est une série Netflix et A24, drôle de collaboration qui a bien marché, qui raconte l'histoire de 2 personnes qui ont un accrochage en voiture et qui s'escaladent en vengeance l'un sur l'autre
de plus en plus. Ça arrive à une escalade que je n'avais pas vu venir du tout. J'étais moi-même très surprise de là où ça va. J'ai trouvé que c'était très cool, c'était très bien mené, c'est très facile à regarder, ça s'enchaîne très rapidement. Je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes. Et les deux personnages principaux sont absolument détestables. Et en fait, la série nous amène à vraiment les amener parce qu'on se rend compte que voilà, il y a vraiment un truc où ils sont profondément humains quelque part. Ça nous parle un peu de ça, la série. Il y a vraiment ce côté de la nature humaine. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter, mais surtout s'accepter soi et être capable de se regarder dans le miroir. Et aussi ce que la société est capable d'accepter et de regarder en fait. Et il y a vraiment ce côté de ces deux personnes qui s'enragent l'une contre l'autre parce qu'elles sont très malheureuses dans leur vie respective et qui rentrent dans la vie l'une de l'autre de manière très fracassante, mais pour en fait petit à petit plus ou moins arriver à justement réussir ou pas à se regarder à un moment donné dans le miroir et regarder ce qui va pas chez soi et ce qui nous convient pas en fait. J'ai trouvé que c'était cool, c'était très dynamique, c'était fun à regarder, ça prend un côté sérieux qui est bienvenu parce qu'il y a un propos intéressant et ouais que ça fonctionne, ça fait vraiment comédie dramatique quoi, il y a vraiment des passages très jouissifs et des passages où t'es là, ah ok, d'accord, mais très cool, les acteurs sont incroyables, le casting marche de ouf, elle est efficace, très bonne série. Numéro 6. See You in My 90th Life, qui est une série coréenne qui raconte l'histoire d'une femme qui se souvient de ses vies antérieures. Et il se trouve que dans sa 18e vie, après 18 vies, où elle est la seule à se souvenir de ses réincarnations et elle a un peu fait le tour quoi, elle est un peu blasée. Elle rencontre une autre personne qui attire son attention et avec qui elle se dit en fait cette personne me redonne un peu envie de vivre, j'ai envie de passer ma vie avec cette personne. Sauf qu'elle meurt tragiquement dans un accident de voiture dans lequel ils sont tous les deux et elle lui promet de revenir le retrouver dans sa vie d'après. Donc on suit dans sa vie d'après où elle le retrouve lui et où du coup se crée une romance entre les deux parce que elle est très amoureuse de lui et lui il est hyper traumatisé de l'accident qu'il a vécu où il a perdu son ami. Voilà pour le pitch. J'ai trouvé qu'elle était très tendre comme série, il y avait beaucoup de potentiel à ce que ça devienne niais et ça l'a jamais été. J'ai trouvé qu'au contraire tout était hyper sweet, c'est en mode ouais ça fait chaud au cœur, je trouve qu'elle est très réconfortante comme série. C'est une belle histoire d'amour qui traite de dire au revoir, d'accepter que les choses se terminent, d'accepter de passer à autre chose. J'ai trouvé aussi qu'ils avaient hyper bien géré leur concept parce que c'était un concept hyper casse-gueule de faire que ton héroïne principale, elle a eu 18 vies. 18 vies techniquement, t'as vu beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses, t'es quelqu'un d'un peu sage techniquement. T'es un peu plus dans ta tête, je pense. Et je trouve que ça marche, on y croit de ouf. L'actrice, elle joue trop bien. Le personnage, il fonctionne. On utilise un peu ce truc de ses skills qu'elle a hérité de ses vies d'avant. Elle a ce côté très sage, en fait. Je sais, j'ai vu, je comprends. Et du coup, elle est très dans l'acceptation. Elle est très patiente avec les gens. Et en même temps, elle a aussi ce côté de... Elle passe pas par 4 chemins. Quand elle a des choses à dire, elle y va. Quand elle a des choses à faire, elle y va. Elle est pas dans une hésitation, dans le doute. Elle a vraiment ce côté hyper serein et du coup tu y crois à 200% en fait qu'elle a vécu 19 vies et ça j'ai trouvé que c'était bien parce qu'ils réussissent du début jusqu'à la fin, ce qui aurait pu se casser la gueule au bout de 2-3 épisodes où on oublie et finalement en fait il y a des trucs qu'elle fait pas comme ci comme ça et du coup j'ai trouvé que c'était vachement bien. L'alchimie de l'acteur et de l'actrice principale est trop bien, ça fonctionne vachement bien. Ouais je sais pas, je l'ai trouvée hyper attendrissante, je sais pas, ça m'a touchée, j'ai trouvé ça très chouette comme série. Tout un truc sur le deuil, ouais, accepter, avancer et je trouve qu'il y a des belles choses qu'ils ont faites, des choses qui se répondent. Bien sûr, après, on passe dans des trucs un peu plus sérieux et des trucs un peu plus durs à certains moments, mais on reste toujours dans une série qui reste réconfortante. Ça va être le mot qui la décrira. Et ça y est, on va rentrer dans le top 5, numéro 5. Et on passe du côté des séries françaises avec Tout va bien, que j'ai absolument adoré cette année. Elle est sortie en fin d'année sur Disney+. Ça raconte l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années, je crois, qui a une leucémie et qui va se faire avoir une greffe de moelle osseuse. Et en fait, on suit tout ce séjour à l'hôpital et ce qui se passe ensuite du point de vue de la famille. Donc notamment de la mère, de la tante, de l'oncle et de la grand-mère principalement. Et en fait, on suit ce drame familial et comment la famille s'articule autour de ça et comment chacun le gère à leur manière, de manière complètement différente et à quel point
leur vie individuelle à chacun continue de se passer. Ils continuent d'avoir les pépins que n'importe qui a dans sa vie quotidienne, sauf que eux, ils sont full focus sur ce qui leur arrive, de cet événement tragique avec cette petite fille qui est hospitalisée pour quelque chose de très grave, et qui doivent gérer leur quotidien en même temps, alors que y a plus la place en fait. Et ce qui se passe entre eux, ce qui se passe eux avec leurs familles respectives, j'ai trouvé ça hyper juste, c'était très prenant. Ouais, c'était très humain, il y avait vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on fait dans un moment tragique comme ça, et il n'y a pas de mode d'emploi en fait, personne n'a la solution, personne n'a la bonne chose à faire, chacun fait du mieux qu'il peut, des fois on se plante, des fois on dit pas ce qu'il faut dire, des fois on fait pas ce qu'il faut faire, des fois on craque, et tu suis cette famille en fait qui est baladée à travers cet événement dramatique. J'ai trouvé que c'était super bien, que c'était bien joué, que c'était bien mis en scène, qu'il y avait cette douceur et cette fluidité du quotidien en fait, qui la rend très réaliste, des scènes très banales de la vie de tous les jours face à un événement pas banal du tout, et qui du coup rend le truc vraiment très réaliste. Voilà. Numéro 4. The Last of Us, inutile de la présenter, j'ai bien aimé que ce soit une série post-apo de zombies ou d'infectés, qui se focalise vraiment sur les personnages et qu'on ait en fait beaucoup d'épisodes où les infectés sont très peu présents, voire pas du tout présents. Je sais qu'il y a mi-saison où il y a ces épisodes-là justement qui ont été un peu reprochés, il y a des gens qui les ont un peu moins aimés, et moi j'ai trouvé que justement c'était les plus forts en fait, c'était ceux qui développaient vraiment les personnages, qui développaient vraiment leurs relations entre eux, et qui amenaient en fait le côté organique de l'histoire, qui sans ça c'était juste une énième série de zombies. Après elle révolutionne pas le genre, mais j'ai trouvé qu'elle était mieux dans son aspect où il y a vraiment un traitement de développement de personnages qui est intéressant. Après les 10 millions de saisons de The Walking Dead et les 10 000 spin-offs, c'est dur je trouve de rebondir sur des séries dans ce genre là, et j'ai trouvé qu'ils s'en étaient très bien sortis. Il y a eu des scènes grosses claques, la fin était top, j'ai très hâte de voir la suite. Le casting impeccable, c'était une bonne série et j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'était très bien, on attend la saison 2. Numéro 3. Mrs. Davis. Les problèmes du monde ont été entièrement réglés par une intelligence artificielle qui est dans l'oreille de chaque personne qui souhaite la voir. Ça a réglé les guerres dans le monde, la faim dans le monde. Et on suit l'histoire de Simone, une nonne qui veut combattre cette intelligence artificielle et la déconnecter. Voilà. Déjà, je trouve que le pitch de base est prometteur. Mrs. Davis est incroyable d'originalité. Le premier épisode, j'ai pris une claque à chaque scène, genre à chaque fois c'est en mode bam, tu croyais que t'avais fini, non, on part sur un autre truc, ça n'a rien à voir, on part sur des trucs complètement délirants. Et c'est l'escalade de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus fou, on va faire encore plus fou. Et j'ai trouvé que c'était trop bien, tout en gardant évidemment quelque chose de cohérent. L'histoire est délirante, ça part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. J'ai trouvé trop cool que ce soit aussi original, j'ai été tellement surprise tout le long, et dès le début en fait j'étais en mode faites. Même si vous plantez des trucs, c'est pas grave, parce que il y a tellement de propositions, il y a tellement de trucs qu'on n'a pas vus. Je sais pas, genre j'ai trop adoré regarder cette série où à chaque épisode t'es surpris et tu penses que on ne peut pas te surprendre plus, et si, la fin est trop bien, j'ai vraiment adoré, je trouve que les personnages fonctionnent bien, c'est marrant, tout marche pas, tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'en fait elle sort tellement du lot que c'est trop dommage de la rater. Elle a eu aussi pareil pas mal de critiques qui l'ont pas comprise ou qui ont pas adhéré, ce que je peux comprendre, mais moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir une série qui prenait des risques, qui allait au fond de son truc, quitte à se planter. Ils se sont pas plantés, hein. Pour moi, c'est réussi. Ça parle de la validation de soi, de la reconnaissance d'autrui, de la recherche de son but, et aussi, de cette validation extérieure. Il y a aussi tout un discours... on est sur du Damon Lindelof, donc forcément, on a un truc très anti-manichéen, et du coup, on a vraiment une observation du bien et du mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui fait que dans ces cas-là c'est bien, dans ces cas-là ça l'est pas. Ça va loin dans ces idées-là, dans ces propos, et je trouve que vraiment c'est dommage de la rater. Si vous êtes prêts à vous laisser porter, à vous laisser entraîner par cette série un peu barjo qui part un peu dans tous les sens, mais tout en ayant un vrai propos derrière, foncez, il faut pas la rater. Numéro 2.
Blue Eyes Samurai, série d'animation sur Netflix que j'ai trouvé absolument magnifique visuellement. Ils ont mis une attention hyper particulière dans les détails d'atmosphère. Toute la première partie, quasiment partout sur toutes les scènes, ça neige ou ça pleut. Il y a en intérieur, il y a l'éclairage à la bougie. Tout est hyper bien travaillé. Il y a vraiment, je sais pas, on est immergé dans ce monde-là. Elle est vraiment incroyable. Je trouve que c'est un régal pour les yeux. C'est trop beau. Et l'histoire, on suit l'histoire de Mizu, une samouraï métisse, donc née d'un père blanc à l'époque où le Japon ferme ses portes et où il est interdit d'être blanc. Donc elle est considérée comme un démon avec ses yeux bleus. Et en fait, son but, c'est de se venger et de tuer les 4 hommes blancs qui restent dans le Japon. Donc c'est une histoire assez classique en soi, une revenge story de samouraï qui marche trop bien parce qu'il y a des idées de mise en scène qui fonctionnent, les personnages sont hyper attachants, ils sont tous très gris, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais à propos d'eux. Ouais, on se lie à ces personnages qui, eux, se rentrent un peu dedans à des moments différents, qui s'apportent des choses différentes à des moments différents. Ouais, et je trouve toute l'histoire trop bien, le final est très cool, qui appelle à une saison 2 qui a été validée d'ailleurs, on a très hâte. J'ai adoré Blue Eye Samurai, je l'ai binge-watché, j'ai trouvé que c'était le digne successeur d'Arcane en attendant la saison 2. Voilà, franchement, regardez-la, c'est un petit bijou pour les yeux et l'histoire est trop cool. Trop bien. Ça y est, on y arrive. Numéro 1. Silo. Silo, c'était mon coup de cœur cette année. J'ai trouvé que c'était de loin la meilleure série qui est sortie cette année. J'ai tout aimé dans Silo. J'ai trouvé que c'était une série SF qui pouvait tellement partir en live dans le sens où ça aurait pu être tellement maltraité, mal adapté et je sais pas, être pas traité avec le bon ton. Et là, il y a le ton exactement qu'il faut et qui fait qu'elle marche de ouf. Je l'ai regardée du coup donc sur Apple au fur et à mesure où elle sortait parce que du coup elle n'est pas sortie tout d'un coup. Et franchement, je pense que c'est une des séries où ça a été le plus frustrant pour moi de pas pouvoir binge-watcher en une nuit. On lui a reproché d'avoir eu des longueurs au milieu et moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, toute l'énigme est vraiment donnée au bon moment. On a vraiment des petits éléments qui nous tiennent assez en haleine et qui fait que, en effet, je trouve que c'est un rythme de narration qui est assez casse-gueule et je trouve qu'ils ont vraiment trop réussi parce que ça fonctionne en fait. Je trouve que cette pseudo-lenteur qui n'en est pas une fait qu'en fait le moindre élément qu'on découvre la rend incroyable en fait. Chaque événement devient vraiment incroyable alors que c'est des toutes petites choses. En plus c'est des choses que nous on connaît parce que voilà l'histoire. Pour ceux qui l'ont raté, on est dans un silo sous terre et en fait l'humanité a perdu la mémoire d'avant. Ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas pourquoi la terre est inhabitable et ils savent pas quand ils pourront retourner sur terre. Ils savent juste qu'ils ont que le silo dans lequel ils doivent vivre. Donc tout se passe dans ce huis clos en fait, dans le silo où ils sont plus que 10 000 personnes. Et en fait on suit l'histoire de, il y a des trucs un peu louches qui se passent dans ce silo, c'est bizarre et tout ça. Et en fait les 2 premiers épisodes sont assez coup de poing parce que l'intrigue s'enchaîne assez rapidement et tout le reste a cette pseudo-lenteur, comme je le disais, qui marche de ouf parce qu'en fait les 2 premiers épisodes t'ont tellement mis sur la route et sur le truc de je veux savoir qu'après tu prends tous les trucs qu'ils te donnent. Et j'ai trouvé que le rythme marchait hyper bien. Et ce côté un peu policier, ouais, dans ce silo où on peut se sentir un peu claustrophobe, mais tu ressens cette vie qu'il y a, qui existe, et tu y crois, ça marche. Non, c'était une grosse claque, j'ai trop aimé. Le personnage principal est hyper bien. Ouais, on suit l'intrigue, je sais pas, c'est hyper addictif. J'ai trop kiffé, tout était trop bien. Meilleure série de l'année. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au bonus. Donc en position 0,5, qui est mon 2 de cœur pour cette année 2023, mais qui n'est pas sorti en 2023. On a 25-21, série coréenne qui est absolument
magistrale, je l'ai trouvée incroyable. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la mise en scène. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer. Je trouve que c'est assez dur de naviguer dans les K-dramas pour trouver les trucs qui nous plaisent vraiment. Et j'ai été tellement surprise et tellement engagée émotionnellement dans cette série. On suit l'histoire de Naïdo, qui a 17-18 ans je crois, et son rêve c'est de devenir la rivale de son escrimeuse professionnelle qu'elle adore, qui est médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Et on suit en fait toutes ces tribulations de comment elle réussit ou pas à arriver à son but. Et en parallèle, on suit la relation qu'elle lie avec qui est Jin, qui lui aussi est touché en fait par une crise économique qu'il y a eu en Corée dans les années 90, qui fait que elle a des galères parce que son club d'escrime est shut down au début, et lui en fait il est issu d'une famille riche qui a tout perdu, du coup il se retrouve à joindre les deux bouts, les séparer de sa famille, et en fait les deux deviennent un soutien l'un pour l'autre hyper fort, et on suit en fait toute la construction de leur relation et toute la construction de chacun qui poursuit son but en fait. Donc elle à vouloir être escrimeuse et lui a essayé de retrouver un sens à sa vie après avoir tout perdu. Et cette relation est absolument incroyable. Je trouve qu'elle est tellement belle, elle marche tellement bien, on y croit à 200%, les acteurs sont tous excellents, le casting est très très bon, tout le petit groupe d'amis qui se forme est trop cool aussi, tout le monde est hyper attachant, et il y a un truc où chaque personnage amène un sujet en particulier, un thème en particulier qu'on traite petit à petit au fur et à mesure de la série. Tout marche trop bien, et Kim Tae-ri en actrice principale, incroyable. Ce personnage m'a tellement transcendée, je le trouve tellement inspirant. Elle s'en prend plein la tronche tout le temps, personne la soutient jamais. À chaque fois qu'elle galère, rien ne l'arrête. Elle est tout le temps en train de remonter en selle. Elle est... Je sais pas, elle est tellement inspirante. Elle a ce truc de voir la beauté dans chaque chose, le petit bonheur dans chaque petite chose. Tout est source de joie. Et c'est contagieux de ouf, et je trouve qu'elle a vraiment ce truc de toi aussi t'as envie de voir la vie de la manière dont elle le voit, et malgré tous les trucs qu'elle se prend dans la tête, elle est tout le temps en mode non, let's go, elle croit à fond en son rêve et rien ni personne ne peut l'arrêter dans sa quête, et je trouve que elle est incroyable en fait, cette héroïne est incroyable. Et ouais, tout est drôle. J'ai un peu du mal avec l'humour dans certaines séries coréennes, et je trouve que là, je sais pas, tout m'a fait rire, tout était marrant, c'était enivrant en fait d'émotions. Ils ont joué à fond le côté nostalgique des années 90. Ouais, il y a cette carte de la nostalgie des petites choses qu'il y avait dans les années 90 qu'il n'y a plus aujourd'hui, et je trouve que ça marche de ouf. Je sais pas, c'est vraiment un banger du début jusqu'à la fin. Cette série vous fera rire autant qu'elle vous fera pleurer, je l'ai trouvée incroyable. C'est ouais, coup de cœur de ouf. On passe à la fin, à la dernière, numéro 0 ou numéro 1 de cœur. C'était une claque monumentale, c'est Station Eleven. Station Eleven, c'est une série d'anthologie, donc une seule saison, je crois qu'il y a 10 épisodes si je dis pas de bêtises, c'est une série HBO Max. C'est une série post-apocalyptique, quasi utopique, ce que j'ai jamais vu avant. On nous raconte l'histoire, donc de base, il y a une grippe mortelle qui tue 80% de la population en l'espace de 48 heures, quelque chose comme ça. Et on prend l'histoire 20 ans plus tard, et on suit une troupe de théâtre itinérante qui se produit de petit village en petit village. Voilà, c'est le truc de base. On revient petit à petit dans le passé, le premier épisode ou les 2 premiers épisodes se passent au moment de la crise, et après on fait des sauts de flashback et de 20 ans plus tard, pendant la crise, entre ces 2 périodes-là. Et en fait, la série nous parle de comment l'humanité surmonte un trauma immense grâce à l'art. Et je trouve que c'est incroyable, c'est hyper inventif, j'ai jamais vu ça avant, je trouve que ça fait hyper sens. Il y a vraiment tout un discours sur ouais, en fait on se remet grâce à l'art, genre le théâtre, la musique, l'écriture, et je trouve que ça marche bien, c'est
hyper dur et c'est hyper fort. Il y a vraiment tout un traitement de comment traiter le trauma en fait et comment se remettre de quelque chose d'absolument dévastateur. Hein. Ça a dévasté le monde et ça a aussi dévasté les gens qui ont vécu ça et qui ont survécu. Tout un truc à propos de comment réussir à dire au revoir dans les situations où on n'a pas eu le choix de dire au revoir. Ouais, tout un traitement du trauma avec l'art et toute la série est faite de manière hyper créative, hyper artistique. Et j'ai trouvé ça très très beau, l'histoire est très belle. Et ils ont vraiment joué la carte de... Ouais, il y a ce côté très utopique parce que le monde qu'on reprend 20 ans plus tard, il n'est pas celui qu'on imagine comme dans la plupart des séries post-apocalyptiques où la violence règne et tout le monde s'entretue. Là, c'est en mode... Oui, il y a de la violence, mais il y en a comme il y en a aujourd'hui. Et il y a aussi plein de gens qui juste veulent des choses bien et veulent que les choses se passent bien en fait. Et des gens qui sont traumas et qui font des fois les mauvais choix parce qu'ils sont un peu flingués. Mais en fait c'est hyper humain. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... J'y crois en fait à ce monde-là. Je suis en mode ouais c'est vrai, ça pourrait aussi se passer comme ça en fait. Tout se passe, il y a vraiment un jeu de... quand on est pendant la crise, c'est en plein hiver, ça se passe aux alentours de Chicago. Enfin à Chicago et aux alentours de Chicago, en plein hiver, donc tout est très sombre, il y a la neige, il fait très froid, et 20 ans plus tard, ça se passe principalement en été, ils se baignent dans le lac, ils sont habillés de manière très colorée, il y a les couleurs vertes de la verdure, il y a un côté très joyeux en fait qui contrebalance avec la crise qu'ils ont vécue. Pareil, il y a tout un discours avec la génération qui a connu le monde d'avant et la crise, et la génération qui l'a pas connu, et cette génération-là qui veut avancer et qui est un peu retenue par la génération d'avant qui est très méfiante, qui sont marquées à vie en fait par ce qui s'est passé. Et il y a un peu un discours par rapport au choc des générations, comment elles se retiennent, comment elles se font avancer, comment elles s'apportent des choses et comment des fois elles se desservent. Ouais, j'ai trouvé que tout était trop bien, tout était hyper intéressant, la musique est incroyable. Quelle claque. Vraiment, si vous êtes passé à côté de Station Eleven, je ne peux que la conseiller. Elle sort du lot de ouf de toutes les séries post-apo que j'ai vues personnellement jusqu'à aujourd'hui. Elle propose quelque chose de nouveau que moi en tout cas j'avais jamais vu. Et ouais, regardez-la, incroyable. Voilà, on a fini pour ce top 10 des séries de l'année 2023 et de mes séries de l'année 2023. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je suis très curieuse de connaître aussi vos séries. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis toujours très friande de nouvelles séries et de voir les choses que j'ai ratées. Si j'ai raté des dingueries, je veux les voir. Donc n'hésitez pas à partager tout ça et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Bye.